En apparence, cet homme n'a rien d'extraordinaire. La vingtaine d'années, lunettes noires sur le nez, t-shirt bleu ou polo gris classique. On se dit seulement qu'il a des allures de passionné de vin, mais c'est tout. Et si je te disais que ce jeune homme est en réalité doté d'une fortune monstrueuse, qu'il se fait des millions de dollars tous les mois, et qu'on peut l'apercevoir à bord de sa Ferrari avec une Rolex fièrement accrochée au poignet. On est au début des années 2000, et le plus improbable, c'est que ce fortuné au trait juvénile est un expert des grands crus. À lui seul, il règne sur le marché des vins d'exception. Son nom, Rudy Kurniawan. Quand il s'agit d'identifier un vin, son cépage, le nom du domaine et l'année de production, il n'y a pas meilleur que lui. Pendant près de 10 ans, l'étranger à la richesse incommensurable va séduire les milieux mondains new-yorkais et californiens. Ses beaux discours, son palais affûté et son flair pour dénicher des bouteilles exceptionnelles vont laisser tout le monde bouche bée. Pourtant, un soir de mars 2012, Rudy se fait menotter et embarquer par plusieurs agents du FBI. Une escroquerie d'ampleur internationale vient de tomber. Mais comment ce multimillionnaire, référence absolue en matière de vin et admiré de tous, peut être mêlé à toute cette histoire d'arnaque? Eh ben j'espère que t'es prêt à mettre tes clichés au placard, car les plus grands escrocs se cachent parfois, là où personne n'aurait osé regarder. Voici notre champion du jour. D'origine chinoise, Rudy Kurniawan naît en 1976 au cœur de la capitale indonésienne, à Jakarta. Il est le moins âgé de sa fratrie, le benjamin de la famille. Une famille qui possède une fortune immense et des entreprises aux 4 coins de la Chine et de l'Indonésie. Certains parlent d'une richesse issue de gisements pétroliers, d'autres d'un empire de la bière. On sait pas trop. Il faut dire que l'origine de la fortune du jeune Kurniawan reste assez mystérieuse. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'enfant déjà, le gars est blindé. Mais attention, l'argent fait pas le bonheur. Il te met juste un toit sur la tête, te soigne mieux, te fait manger mieux et réduit ton stress. Rien qui donne envie. D'ailleurs, sa famille est discrète, et l'Indonésien ne parlera que très rarement de son passé tout au cours de sa vie. Bref, il grandit en Indonésie et les informations concernant sa vie d'avant sont peu nombreuses. On raconte qu'il a débarqué sur la côte ouest états-unienne, plus précisément dans la banlieue de Los Angeles, au milieu des années 90. Il est arrivé vers 1995 en Amérique avec son visa étudiant en poche. Dès lors, il suit un cursus d'histoire à la California State University Northridge. Quelques années plus tard, Rudy est diplômé. Mais c'est pas vraiment l'Égypte antique, la Renaissance ou les batailles de la Première Guerre mondiale qui attisent sa curiosité. C'est plutôt le vin, et plus spécifiquement les grands crus. Cette passion prend vie lorsque l'étudiant, accompagné de son père, visite le Fisherman's Wharf, un des quartiers les plus touristiques de San Francisco. Les deux hommes décident de s'arrêter dans un restaurant pour manger. J'ai même pas le nom de l'établissement en soi, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est le menu, et plus particulièrement la carte des vins. Pour la première fois, Rudy va tremper ses lèvres dans un grand vin, un Opus One 1995 pour les connaisseurs. Un vin à 150 $ le plus cher du restaurant. Alors sur ce coup, l'argent fait pas forcément le bonheur, parce qu'une sangria à 80 centimes, moi ça me va. Mais cette expérience gustative laisse Rudy bouche bée, et c'est là que sa passion pour les bonnes bouteilles éclot. Pour lui, un grand cru, c'est un équilibre. C'est l'alliance parfaite entre l'extraction du nouveau monde et l'élégance de l'ancien monde. Le vin, c'est le dernier héritage laissé par son père, qui décède quelques mois plus tard, en l'an 2000. Son frère aîné reprend les affaires familiales, et Rudy se lance à fond dans son nouvel hobby, les grands vins. Et ça tombe bien, puisqu'aux États-Unis, les connaisseurs, parmi lesquels se trouve Allen Meadows, l'un des critiques les plus célèbres du pays, commencent à s'intéresser de très près aux prestigieuses bouteilles françaises, au Bordeaux et au Bourgogne notamment. L'Indonésien, fraîchement passionné, veut surfer sur la tendance. Il se met en tête un défi. Il veut tout savoir sur ces vins français à la réputation inébranlable. Leur histoire, leur cépage, leurs particularités, leur goût, tout, littéralement tout. Sauf que, Houston, on a un léger problème là. À ce moment, en 2001, Rudy est un citoyen indonésien vivant sur le sol américain. Et alors qu'il tente d'obtenir l'asile afin de rester dans le pays aux 50 étoiles, il se fait recaler par l'administration. Sa demande est rejetée et il reçoit l'ordre de retourner au plus vite en Indonésie. Chose qu'il fera pas. Eh oui, et il préfère vivre dans l'illégalité plutôt que de respecter la loi. Il sent que son avenir est aux côtés des Américains, et pas ailleurs. Il sent surtout que c'est ici que les pigeons sont les meilleurs, mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Une fois cette petite complication administrative mise sous le tapis, Rudy Kurniawan veut réaliser son rêve, déguster des grands crus à longueur de journée. En 2002, il fait une rencontre qui va le propulser dans une nouvelle réalité. Rudy croise le chemin de Paul Wasserman, un Américain qui a passé son enfance en Bourgogne. Ça a dû lui faire bizarre de bouffer des escargots. Les deux hommes, tous deux attirés par les grands vins, ne mettent pas longtemps à s'apprécier. L'un est un riche étranger assoiffé de connaissances, et l'autre est le fils de Becky Wasserman, l'une des pionnières du marché, qui vit au plus près des producteurs locaux bourguignons depuis plus de 30 ans. Très vite, Rudy fait part de son intérêt pour les grands vins de Bourgogne à Paul.
L'Américain décide donc d'introduire l'Indonésien dans le cercle très réduit des vignerons bourguignons. Rudy a alors la chance de côtoyer ceux qui font, depuis des années, la renommée de ces grands crus et la fierté de cette petite région française. En parallèle, il travaille un max. Il passe des nuits entières à étudier la Bourgogne, l'histoire des vins et des domaines viticoles. Un vrai acharné. Toutes ces connaissances, sans oublier le pognon dont il a hérité, rendent Rudy de plus en plus crédible auprès de l'élite américaine. Et normalement, tu sais qu'il leur en faut peu. Si tu l'ignores, faut t'abonner. Ça y est, Rudy fait partie de cette petite sphère mondaine des riches passionnés de millésimes rares. À ce moment-là, il est déjà considéré comme un expert en la matière. Ah, les Américains, tu mets une écharpe à un âne, ils lui demandent des conseils sur le vin. Bon, à cette période, Rudy passe son quotidien entre New York et Los Angeles, et intègre notamment un groupe d'amateurs de vin de Bourgogne. Lui et ses amis se réunissent autour de petits fours et de belles bouteilles au prix exorbitant. Ambiance caviar et château Pétrus, si tu vois ce que je veux dire. Si tu te demandes comment il fait pour dépenser autant de fric, faut pas chercher bien loin. Rudy explique, sans donner plus de détails, que l'entreprise héritée de sa famille lui rapporterait 1 à 2 millions de dollars par mois. En gros, il est rentier quoi, la belle vie. Il a beau être plein aux as, il se dit quand même que ce serait sympa de se faire encore plus d'argent grâce à ce noble produit qu'est le raisin. On est en 2004, et Rudy fait alors une entrée pour le moins fracassante sur le marché. D'un coup, il se met à acheter puis revendre des bouteilles rarissimes pour des montants astronomiques. Tu trouves ça absurde? Il y en a qui font pareil avec des cartes Pokémon. Bon, avec l'arrivée de cet Indonésien fortuné et passionné, le secteur connaît une croissance fulgurante. Plein de riches collectionneurs commencent eux aussi à spéculer, et le marché explose. À tel point qu'un mouton Rothschild de Bordeaux qui valait 3 759 $ au début de la décennie en vaut désormais 10 337. Un mouton Rothschild, c'est un vin, pas un animal. Oui, moi aussi j'étais perdu. Mon meilleur cru, c'est un coca tiède. Mais Rudy est aux anges. Ah oui, le filou. Il a acheté des bouteilles à 3000 balles l'unité aux enchères, et elles en valent le triple quelques mois plus tard. Bref, petit à petit, il amasse un beau butin, et il se constitue par la même occasion une cave personnelle magnifique, avec des bouteilles que tout le monde lui envie. Il devient une star dans le milieu. Il intègre même des clubs privés de collectionneurs richissimes, dont le fameux groupe des 12 hommes en colère. Dans ce groupe très inaccessible, il y a d'ailleurs une tradition qui veut que chaque membre se trouve un surnom. Rudy, lui, n'a pas un, mais 2 surnoms. Lors des dégustations secrètes organisées par le club, il se fait appeler Dr Conti, en référence à son amour pour les vins du domaine de la Romanée Conti. Il se fait également surnommer Mr 47, car 1947 est un millésime mythique à Bordeaux, et que Rudy possède de nombreux grands crus de cette année-là. Et si je te disais maintenant qu'une imposture se cache derrière tout ce fabuleux récit? Tu seras sans doute déçu. Pourtant, n'oublie jamais que les apparences sont trompeuses. Car oui, Rudy Kurniawan est bel et bien une fraude. Même l'un des plus beaux escrocs du 21e siècle. Bon, il est quand même derrière tous les présidents de la République au classement. En réalité, l'arnaque se cache dans le vin. La plupart des grands crus vendus par Rudy sont faux. La méthode du faussaire est très simple. Elle consiste simplement à remplir des bouteilles vides avec des vins bon marché et à y coller des étiquettes de millésimes bourguignons très réputés dessus. En d'autres termes, l'emballage est beau, mais le raisin à l'intérieur est un peu pourri. Pour faire tourner son entreprise frauduleuse, Rudy installe chez lui un véritable laboratoire. Des milliers de fausses étiquettes de grands vins français, ainsi que des bouteilles vides sans étiquette, jonchent le sol et le plan de travail de sa cuisine. Son mode opératoire est très malin. D'abord, Rudy s'assure de côtoyer les connaisseurs les plus riches et influents du milieu. Une fois qu'il a intégré leur club, il peut organiser des soirées privées pour inviter tout ce beau monde, et demander à chaque membre de ramener les plus grands vins de sa cave. Enfin, lorsque le jeune Indonésien participe à ces dégustations, entouré des autres camarades de son groupe et qu'il a la chance de boire d'authentiques millésimes, il en profite pour que les bouteilles soient envoyées chez lui après la soirée. Jusque-là, rien de suspect. Il dit simplement qu'il veut se créer une petite collection personnelle de bouteilles vides chez lui. Sauf que c'est ce qu'on appelle un bon vieux mensonge. Parce que oui, dans la réalité, le Rudy là, il prend les bouteilles, les ramène chez lui pour les remplir avec de la piquette et colle de fausses étiquettes de grands vins dessus dans le but de les revendre des milliers de dollars sur le marché. Tout est méticuleusement réfléchi. Rudy achète même du papier à dessin ingres blanc et des tampons encreurs qui servent à confectionner les fausses étiquettes de vin. Le papier ingre est souvent utilisé dans les livres en raison de son apparence ancienne, donc idéal pour le business de Rudy. En quelques années, le faussaire assemble des milliers de faux vins dans sa cuisine. Au passage, il réussit à convaincre parmi les plus riches personnes du pays que ses bouteilles sont authentiques, et il arrive à se forger une réputation de collectionneur expérimenté, grâce à ses connaissances affûtées des vins de Bourgogne. Voilà la recette secrète de Rudy Kurniawan. De 2000 à 2006, il devient une figure incontournable des millésimes rares aux États-Unis, sans que personne ne sache que derrière l'homme au palais affiné et à la cave impressionnante se cache une véritable fraude. Grâce à cette entreprise juteuse de contrefaçon,
Il vit la vie de rêve. Voiture de luxe, villa à Beverly Hills, vol en jet privé, Rolex au poignet, vêtements de créateur, œuvres d'art accrochées au mur de sa propriété et j'en passe. En parallèle, Rudy continue d'enchaîner les soirées à l'abri des regards avec ses clubs de riches amateurs de vin. En octobre 2004, lors d'un dîner qui se tient dans le prestigieux établissement new-yorkais Écru, Rudy commande des millésimes à l'appel, pour lui et les autres invités. À la fin de la soirée, il règle seul la note de 250 000 $. Sacré repas, on est loin de nos kebabs supplément diarrhée. Petit à petit, l'entourage du jeune Indonésien de 28 ans tombe sous son charme. Sa générosité sans limite, et les quelques authentiques grands vins qu'il ramène lors des dégustations amadouent totalement les connaisseurs américains. Ses compagnons y croient dur comme fer. Rudy est un vrai gourou du vin. La grande question qu'on se pose, c'est comment ? Comment un gamin de Jakarta peut-il tromper les plus talentueux passionnés du pays et leurs papis aiguisés ? Alors, déjà, faut savoir que parmi les collectionneurs fortunés que Rudy fréquente, il y a des guignols qui n'y connaissent rien en vin et qui sont juste là pour sortir le chéquier et se payer de belles bouteilles. Ce qu'on appelle communément des pigeons faciles à déplumer. Sauf qu'en parallèle de ces incultes du raisin, se trouvent aussi des vrais experts, aux connaissances plus fines qu'une bulle de champagne. Et alors, pourquoi eux aussi se font avoir par le jeune Kurniawan ? La réponse est simple. Car ils sont émotionnellement attachés au vin. Et oui, les amateurs de grands crus souhaitent tellement goûter un millésime rare, ils sont tellement excités par cette idée qu'ils ne sont plus lucides. En gros, quand Rudy leur vend de la piquette, les acheteurs se persuadent eux-mêmes qu'ils ont une vraie bouteille devant les yeux. Ils ne peuvent pas croire le contraire. Et lorsqu'ils goûtent, leurs sens finissent par leur jouer des tours. Et puis, le Kurniawan a un complice. C'est l'incertitude. Ah oui, dans le vin, personne n'est sûr de rien. Avec le transport, le bouchon en liège et le vieillissement, on ne sait pas précisément à quoi s'attendre quand on débouchonne un grand cru de 60 ans d'âge. Et c'est pour ça que le faussaire indonésien passe si facilement entre les mailles du filet. Le doute est son meilleur allié. Une fois son business de contrefaçon bien développé, Rudy se fait construire, pour lui et sa mère, une belle demeure à Arcadia, une banlieue huppée de Los Angeles. C'est dans cette ville qu'il met sa daronne à l'abri et que commence la kiffance. Dans son garage, on retrouve une Bentley Continental Flying Spur noire et une Ferrari de la même couleur. On peut aussi l'apercevoir avec des Rolex au poignet et des chemises en soie à 1500 $ l'unité. On est en 2005 et même parmi les riches, il ne passe pas inaperçu. Dans les restaurants étoilés, il boit des Sassicaia 1985, un vin toscan très prisé, ou des Hermitage La Chapelle 1961, un cru mythique de la vallée du Rhône. En parallèle, il continue évidemment à vendre encore et encore de fausses bouteilles à des hommes immensément riches. On ignore combien il a réussi à en écouler pendant cette période. À vrai dire, on ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est que les bénéfices de son arnaque vont bientôt se chiffrer en dizaines de millions de dollars. Rudy Kurniawan est désormais célèbre. En 2006, il est notamment approché par le Los Angeles Times pour une interview. Cette notoriété va lui ouvrir encore davantage les portes du marché du vin. Et une nouvelle rencontre en particulier va faire exploser son arnaque. Je te présente John Capone, 32 ans, propriétaire de la célèbre maison de vente aux enchères Acker Merrill & Condit. Tout comme bon nombre d'Américains fortunés, Capone va se lier d'affection pour ce curieux étranger. Les deux hommes deviennent alors rapidement proches. On peut dire que Rudy a le don pour se faire des potes au placé. Après Paul Wasserman, expert en vin de Bourgogne, il noue une amitié avec Paul Capone, un commissaire-priseur qui est né avec un marteau dans une main et un verre de vin dans l'autre. Actuellement, Rudy possède une des meilleures caves au monde, avec plus de 50 000 bouteilles, dont la plupart sont fausses certes, mais ça, c'est un détail. Et justement, pour se faire de l'argent, il doit refourguer ses faux grands crus à de riches intéressés. Sauf que son réseau perso suffit pas à écouler toutes les bouteilles de sa cave. Et c'est là qu'intervient John Capone. Parce qu'avant 2008 et la crise des subprimes, disons que les pigeons, les Américains aisés, jettent leur argent par la fenêtre et certains sont prêts à dépenser sans compter. Sur ce point, Le Loup de Wall Street, c'est pas un film mais un documentaire. Rudy et John vont alors profiter de cette conjoncture favorable pour organiser des ventes aux enchères mythiques, dans lesquelles des millésimes rares seront vendus par centaines, voire milliers. Rapidement, le plan machiavélique de Rudy se met en place. Une vente a lieu, et les bénéfices atteignent les 10 millions de $. C'est notamment grâce à l'escroc lui-même qui, lors de cet événement, s'amuse à acheter quelques authentiques bouteilles à des prix exorbitants afin de booster les enchères. 6 mois plus tard, en octobre 2006, Rudy et John remettent ça, cette fois-ci au Café Gray, à New York. L'événement est un triomphe absolu. Une douzaine de châteaux moutons Rothschild 1945 à 150 000 $ pièce environ sont achetés, ainsi que 6 magnums de Comte Voguet Vieille Vigne 1962, pareil, 150 000 $ la bouteille. Tous ces crus sont tellement chers que j'ai dû aller voir comment ça se prononçait. Au total, les enchères dépassent les 24 millions de $, un record mondial pour une vente de vin. Vu qu'il se fait pas choper, le jeune faussaire continue de mener un train de vie luxueux et d'organiser des soirées privées avec ses amis.
Rudy se délecte de ce type d'événement. Chaque dîner est pour lui une occasion de s'initier à l'œnologie et de côtoyer du beau monde. Désormais, dans son carnet d'adresses, on retrouve des directeurs financiers, des banquiers d'affaires, ainsi que des dirigeants de l'industrie musicale et des producteurs de cinéma. Sans compter les gestionnaires de patrimoine, les magnats de l'immobilier et les riches traders de Wall Street. Lors de ces soirées, Rudy adore faire des dégustations à l'aveugle d'ailleurs. Il demande souvent à ses convives de tenter de nommer le producteur, le millésime, voire parfois le domaine de chaque vin présent sur la table. Le truc, c'est que les gens ont tendance à se tromper. Tous, sans exception. Sauf une personne, Rudy. À ce jeu-là, c'est lui le plus fort. Il est capable d'identifier n'importe quelle bouteille. Donc lorsqu'un débat houleux autour de l'identification d'un grand cru n'en termine pas, les invités finissent toujours par se tourner vers l'Indonésien. Et oui, Rudy fait figure d'autorité. Le pire, c'est que les gens écoutent ses conseils et demandent son avis pour savoir si oui ou non une bouteille est un grand millésime ou une contrefaçon douteuse. Ça s'appelle l'ironie du sort. Il y a une table remplie d'experts et la personne à qui on demande si un vin est une contrefaçon ou pas, c'est Rudy, l'escroc parmi les escrocs. De fil en aiguille, il se présente alors comme The Expert, capable de détecter les contrefaçons. Le culot du type. Perso, je trouve ça intelligent de sa part, car quel genre d'arnaqueur oserait aborder le sujet? C'est comme si un tueur en série t'expliquait comment démembrer quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir en fait. Mais en parlant ouvertement de fraude, Rudy devient encore plus insoupçonnable qu'avant. Je suis pas un collectionneur, je suis un amateur. Ceux qui me connaissent et qui viennent visiter mes caves savent qu'ils peuvent y boire ce qu'ils veulent. Le vin, c'est quelque chose qu'on ouvre et qu'on partage. C'est lui qui le dit, hein. Finalement, son plus grand talent, c'est sans doute le pipeau. Du très beau pipeau, qui lui permet d'amasser pas moins de 35 millions de dollars sur la seule année 2006. Parmi ses clients se trouve notamment le milliardaire William Corr, ainsi que des stars interplanétaires telles que Will Smith ou encore Jackie Chan, à qui Rudy aurait vendu quelques grands crus au cours de ses années d'escroquerie. 10 longues années d'imposture sans précédent, qui auront rapporté 150 millions de dollars aux faussaires venus d'Indonésie. Mais derrière chaque succès flamboyant, il y a toujours un revers de la médaille. Le problème pour Rudy, c'est qu'il commence un peu trop à faire parler de lui. En plus, son jeune âge interpelle pas mal les connaisseurs. On se demande comment un garçon tout juste trentenaire peut posséder autant de crus rares dans sa cave. Le vin, c'est un truc de vieux croulant normalement. Rudy possède quand même des centaines et des centaines de millésimes prisés par tous les plus grands collectionneurs du monde qui n'arrivent pas à les avoir. Les soupçons naissent dans l'esprit de certains proches de l'arnaqueur. Mais de son côté, il ne remarque rien. Il se sent tellement intouchable que lors de son interview au Los Angeles Times en décembre 2006, il explique que le marché des vieux vins est truffé de contrefaçons. Il poursuit sa belle tirade en affirmant que c'est pas un problème pour lui, car il est devenu un connaisseur chevronné qui arrive facilement à identifier les fausses bouteilles grâce à son palais finement aiguisé. Rudy continue son blabla devant les journalistes en donnant carrément des conseils pour démasquer les escrocs. Je te rappelle que le mec fabrique des contrefaçons. C'est comme si un braqueur encore en activité faisait un tuto « Comment réagir en cas de braquage ». Ça n'a aucun sens. Malheureusement pour Kurniawan la pipelette, le karma va frapper très fort. Peu de temps après la parution de son interview dans le journal californien, des rumeurs commencent à circuler. Le bruit court que Rudy aurait vendu des bouteilles contrefaites tout en mentant aux acheteurs. C'est le début des embrouilles pour le collectionneur. Et pas de chance pour lui. Je crois que le vin rouge s'attache énormément. Si 2006 a été l'apothéose de la carrière d'escroc de Kurniawan, 2007 marque le début de la fin. En cette nouvelle année, les amateurs de bon vin qui côtoient Rudy se posent de plus en plus de questions. Tout commence lorsque l'imposteur, lors d'un énième dîner privé, sert à ses invités un Bourgogne 1947 et un Château Pétrus de 1961. Au moment de déguster, les convives sont unanimes. Les deux vins manquent de caractère et paraissent beaucoup trop jeunes pour être authentiques. C'est le malaise. L'arnaqueur sent bien qu'il vient de se faire cramer. À partir de ce moment-là, tout va basculer. Peu de temps après, plusieurs spécialistes, dont le critique Alan Meadows, décident de se réunir un soir de janvier 2007 pour goûter 11 bouteilles qui proviennent des anciennes enchères d'Akermeral. Tu sais, ce sont les fameuses ventes organisées par l'escroc et son partenaire John Capone. Lors de cette dégustation, qui fait clairement office de procès avant l'heure pour Rudy, l'avis des experts est sans appel. Parmi les 11 bouteilles, 3 d'entre elles seulement sont authentiques. Toutes les autres sont frauduleuses ou au mieux bouchonnées. Raisin sur le gâteau, l'imposteur est endetté jusqu'au cou, car il s'amuse à flamber toute sa thune. Rien que sur l'année 2007, il a dû emprunter 11,5 millions de dollars aux banques pour se maintenir à flot. Le pire, c'est que les garanties de Rudy auprès des établissements bancaires, ce sont les fausses bouteilles rares de sa collection. En gros, Rudy enchaîne les emprunts en utilisant toujours ses millésimes contrefaits comme garantie auprès de ses créanciers. On va pas pleurer les banques, hein. J'ai presque envie de dire chais. Bon, très vite, la vérité se propage. Rudy Kurniawan est une fraude. C'est en tout cas ce qui se dit dans les milieux mondains. On arrive en 2008, et c'est l'année où tout part en sucette. Déjà, il y a le crash boursier qui chamboule toute l'économie,
et le secteur du vin va pas échapper à l'hécatombe. Après la crise des subprimes, les Américains n'ont plus cœur à l'extravagance. C'est la fin de l'abondance, comme dirait l'autre. Fini les spéculations autour des millésimes rares. Fini les bouteilles hors de prix. À Miami, les filles ont des visages naturels, c'est dire l'état du pays. Rudy sait plus quoi faire. Désespéré, pris à la gorge, il tente alors de vendre sa camelote hors des frontières états-uniennes, à Londres plus précisément. Sauf que sa réputation est ternie même à l'international. Immédiatement, ces vins frauduleux sont retirés de la vente londonienne, car plus personne lui fait confiance. En avril, arrive l'événement de la dernière chance pour le carotteur. Il réussit à confier 84 bouteilles de sa cave personnelle à une vente aux enchères qui se tient à New York. S'il arrive à les vendre, Rudy se fera 600 000 $, de quoi se renflouer un peu. Les enchères se lancent alors, et le faussaire, assis aux côtés d'autres amateurs de vin, assiste anxieux au déroulé des achats. Les bouteilles d'exception de l'Indonésien sont présentées au public. Parmi elles, des Clos Saint-Denis de 1945, 59, 62, 66 et 71. Des grands crus appartenant tous à un célèbre domaine viticole bourguignon, le domaine Ponceau. À première vue, rien d'anormal. Sauf que si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les dates des vins sont truquées. 1945, 1959, 1962, c'est impossible. Car il faut savoir que le domaine Ponceau ne produit ce genre de millésime que depuis 1982. Donc aucun Clos Saint-Denis de 1962 et encore moins de 1945 n'est censé exister. Là, je peux te dire que ça sent l'arnaque à plein nez. Une arnaque avec une belle robe, beaucoup de tanins et de très légères notes boisées en arrière-bouche. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, Laurent Ponceau, le gérant du domaine du même nom, reçoit un appel sur son téléphone. L'interlocuteur à l'appareil est un ami de Laurent, qui se trouve à New York. Immédiatement, le proprio bourguignon est prévenu qu'un riche collectionneur étranger est en train de vendre plusieurs contrefaçons de grands crus du domaine Ponceau. Furieux, Laurent saute dans le premier avion pour se rendre à New York et mettre fin à cette mascarade. Ils n'ont pas pu faire autrement que d'enlever nos vins de la vente, sous les huées du public. Je suis allé voir Capone pour lui demander d'où provenaient ces vins. C'est la première fois que j'entendais parler de Kurniawan. J'ai demandé à le rencontrer et nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. Laurent, le vigneron de Bourgogne, et Rudy, le faussaire de Jakarta, finissent par se rencontrer. Lors de cette entrevue tendue, l'escroc essaye tant bien que mal de mentir et arrive à sauver les meubles et le peu de crédibilité qui lui reste auprès de ses camarades américains. Mais Laurent, lui, flaire l'embrouille. Alors il va pas se contenter de faire annuler la vente aux enchères à New York. Non, il va carrément se lancer dans une croisade de plusieurs années, dans le but de démanteler l'immense escroquerie de Rudy. États-Unis, Asie, Europe, Laurent mène son enquête aux 4 coins du globe. Le Français cherche des preuves et également de potentiels complices du collectionneur indonésien. Partout où il se rend, le gérant du domaine Ponceau garde l'anonymat. Il se transforme en véritable enquêteur du FBI. Il participe à des dîners, s'infiltre dans des dégustations pour soutirer le maximum d'informations sur Rudy et tente d'approcher les connaissances et amis de l'arnaqueur. On est en 2009 et Laurent constitue, en solitaire, un véritable dossier à charge contre l'imposteur. Au même moment, du côté des États-Unis, les doutes sont plus présents que jamais. William Corr, milliardaire et ancien client de Rudy, porte plainte. Le riche américain affirme avoir acheté 5 bouteilles contrefaites lors d'une vente organisée par le faussaire. Entre les accusations de William Corr et les investigations de Laurent Ponceau, l'affaire semble mal embarquée pour Rudy. Au fur et à mesure de son enquête, le vigneron français comprend d'ailleurs que la supercherie est plus grande que ce qu'il pensait. Il a notamment découvert un truc de dingue. En fait, avant chaque soirée privée avec son club, il paraît que Rudy allait voir un des employés du restaurant où se tenait la dégustation, et qu'il lui glissait un bon billet en échange de la liste complète des vins que lui et les autres invités allaient goûter ensuite. Ça permettait à Rudy de connaître les bouteilles à l'avance et de jouer les acteurs en faisant semblant d'analyser les arômes dans son verre. Tu m'étonnes que tout le monde l'ait pris pour un prodige. Mais c'en est un en quelque sorte. Au fil du temps, Laurent a fait part de ses trouvailles à la justice, et c'est justement là que le FBI s'est mêlé à la fête. Lorsque les agents américains reçoivent les preuves amassées depuis 2 ans par le vigneron français, ni une ni deux, ils se jettent sur l'affaire. Tout le boulot est déjà fait, ils allaient pas se priver. L'opération est alors menée par une unité du FBI spécialisée dans les crimes liés à l'art, aux antiquités et aux objets de collection. En février 2012, après plusieurs mois de recherche et de solidification des preuves, l'enquête est bouclée. Le jeudi 8 mars, plusieurs employés du FBI, armes à la main, débarquent dans la villa de Rudy à Arcadia, dans la banlieue huppée de Los Angeles. Sa propriété est perquisitionnée de fond en comble. Ce que les fédéraux vont trouver dans la maison ne laisse que peu de place au doute. Des étiquettes, de la cire rouge, des bouchons, des tampons, et j'en passe. En gros, il y a tout le matos nécessaire pour faire de fausses bouteilles de vin. Le monde découvre Bouche Bée, un véritable laboratoire criminel destiné à la contrefaçon de grands crus.
Les policiers découvrent également avec horreur la mère de l'usurpateur. Alors rassure-toi, la dame de 65 ans n'est pas morte. Si ça avait été mon autre chaîne, on aurait pu s'inquiéter, mais elle n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Le FBI comprend que la pauvre a été obligée pendant des années à vivre dans le froid. Pourquoi ? Parce que ce fou de Rudy Kurniawan maintenait une température très très basse dans toute sa villa afin de conserver au mieux ses faux grands crus avant de les vendre. Pas cool pour la maman qui a dû bien se geler les miches pendant 10 ans. Durant la perquisition, les enquêteurs trouvent aussi une Lamborghini, une Mercedes et un Range Rover dans le garage. Sans surprise, Rudy se fait menotter. Direction la case prison. Enfin, avant ça, il faut qu'on assiste à son procès historique. Juste après son arrestation, Rudy est placé en détention dans un commissariat californien. Puis il est très vite transféré à New York, ville dans laquelle aura lieu son jugement. Une fois arrivé dans la Grande Pomme, le procès tant attendu s'ouvre enfin. Parmi les dizaines de victimes, seulement une poignée se manifeste. Les autres se cachent. La plupart des anciens clients fortunés de l'escroc sont certainement pas très à l'aise à l'idée d'avouer qu'ils se sont fait pigeonner par un gamin de 30 ans sorti de nulle part. Et surtout, ça pourrait en motiver d'autres à les cibler. Au tribunal, tous les regards se dirigent vers le jeune Indonésien. La justice le bombarde de questions et quand on lui demande d'où viennent les contrefaçons retrouvées dans son domicile, l'imposteur affirme qu'il les a obtenues auprès d'un revendeur en Asie et qu'il ne savait rien. L'accusé finit par fournir 2 numéros de téléphone aux autorités, censés mener jusqu'au véritable coupable. En réalité, les 2 numéros sont bidons. L'un appartient à une compagnie aérienne indonésienne et l'autre à un centre commercial de Jakarta. Rudy est pris au piège, dos au mur. Et il trouve quand même le moyen de mentir et d'essayer de rouler le FBI dans la farine. Il tente le tout pour le tout. Sauf que le procès semble perdu d'avance. Les avocats des victimes ont trop de preuves. Des centaines de fausses étiquettes de vins les plus prestigieux du monde, Château Pétrus, Romanée Conti ou encore Château Lafleur, ont été retrouvés chez Rudy. Sans oublier les bouchons, les capsules, les tampons avec les dates des millésimes, bref, la totale. Tromperie, fraude, contrefaçon et mensonges, les accusations se multiplient. On peut dire que la coupe est pleine. Et comme si toutes les preuves ne suffisaient pas, 3 propriétaires de vignobles français, dont Laurent Ponceau, sont appelés à la barre durant le procès. Tous précisent que le marché du vin est en train de perdre confiance dans les grands crus depuis cette affaire de contrefaçon. En plus, les témoins expliquent que les agissements de Rudy auraient fortement nui aux relations commerciales viticoles entre les États-Unis et la France. En ce qui concerne les contrefaçons, plus personne dans le tribunal new-yorkais n'a le moindre doute. Rudy Kurniawan est coupable. Le juge décide alors de discuter d'un deuxième chef d'accusation, la fraude financière. Et là encore, la culpabilité de l'arnaqueur est facilement prouvée. Pendant sa carrière de magouilleur, il a emprunté des millions de dollars en utilisant sa fausse collection de vins comme garantie auprès de plusieurs banques simultanément. Bref, il a arnaqué de riches clients avec ses faux vins et a tenté d'enfumer des établissements bancaires américains dans le même temps. Après 8 jours d'audience préliminaire dans le procès et 2 longues heures de délibération, le 9 mai 2013, le grand jury new-yorkais décide finalement d'inculper Rudy pour 5 chefs d'accusation. Fraude postale, fraude électronique, contrefaçon, tromperie, etc. Contre toute attente, 2 semaines plus tard, l'accusé plaide non coupable. Je suis pas certain de la stratégie là. C'est sacrément risqué. Surtout que Rudy encourt 24 années de prison dans cette histoire. Ça fait beaucoup, mais c'est normal. Aux États-Unis, les peines sont cumulables, pas comme en France où il n'y a pas le cumul des peines. En attendant le verdict final, Rudy Kurniawan est transféré au centre de détention de Brooklyn. Le 7 août 2014, après plus d'1 an de procès, le faussaire est condamné à 10 ans de prison et à 20 millions de dollars d'amende. Il est également forcé à verser 28,4 millions de dollars de dédommagement à ses nombreuses victimes. Lors du verdict, le jeune homme n'affiche aucune émotion sur son visage. Pourtant, les conséquences pour lui sont immenses. En tant que ressortissant indonésien, Rudy doit purger sa peine aux États-Unis avant d'être renvoyé dans son pays d'origine, une fois libre. C'est donc comme ça que la carrière d'un des plus grands fraudeurs du XXIe siècle prend fin. À 37 ans, il devient d'ailleurs la première personne emprisonnée aux États-Unis à cause d'une vente de fausses bouteilles de vin. Sacré exploit, bravo à lui. Mais vu ce qu'il a gagné, j'hésite à être le deuxième. Depuis son arrestation en mars 2012, il a déjà passé un peu plus de 2 ans en prison. Suite au procès, il lui reste donc 8 piges à purger avant d'être expulsé en Indonésie. Il faut savoir que ce verdict ne plaît d'ailleurs pas du tout à l'avocat de Rudy. Rudy n'a tué personne, ça c'est sûr, mais il aura quand même berné beaucoup de monde pendant près de 10 ans, y compris ses plus fidèles amis. Depuis la fin du procès, des dizaines d'anciens proches du faussaire se sont finalement exprimés et ont accusé M. Kurniawan de les avoir dupés. Une fois en prison, la réputation de Rudy a été ternie par une immense tache de vin, le genre de tâche impossible à faire disparaître. S'il y en a un qui a connu une fin bien différente, c'est Laurent Ponceau. À la fin du procès, le vigneron français est félicité par les agents du FBI en personne. Et l'histoire s'arrête pas là.
Il reçoit carrément une distinction honorifique de la part de l'agence fédérale américaine, accordée pour service rendu. Oui, c'est pas une blague. Les agents new-yorkais estiment que le Bourguignon a mené son enquête comme un véritable professionnel et qu'il a réussi à rassembler un grand nombre de preuves contre l'imposteur. On aurait presque pu faire une vidéo uniquement sur Laurent Ponceau, tellement son histoire est folle. Maintenant que Rudy Kurniawan est sous les verrous, il y a quand même une question qui traîne dans l'air. Pourquoi un riche héritier comme lui se serait-il lancé dans une telle escroquerie ? Par soif d'argent ? Il en avait déjà, ça n'a aucun sens quand on y pense. Pour connaître la vérité, il faut remonter au début de notre histoire. À vrai dire, il se peut que je vous ai menti dès le chapitre 1. Ou disons plutôt que c'est Rudy qui nous a tous roulés dans la farine. Il a jamais été question de fortune héritée d'un empire pétrolier ou d'entreprise de bière. Non, notre escroc est en réalité issu d'un milieu modeste. Ses parents étaient épiciers pompistes dans un petit village indonésien. En fait, Kurniawan, c'est même pas son nom de naissance. À sa naissance, ses parents d'origine chinoise l'ont appelé Zen Wang Yuan. Désolé pour la prononciation horrible. Ce n'est qu'après être arrivé en Indonésie qu'il fut renommé Rudy Kurniawan, afin de faciliter son intégration dans le pays. Cette découverte, on la doit en partie à, Laurent Ponceau. Il a passé 5 jours en mode Sherlock à marcher sur les traces de l'escroc à Jakarta. Une fois sur place, il s'est rendu dans les universités de la capitale et a réussi à trouver toutes ces informations sur Rudy. Qu'est-ce qu'un Français ferait pas pour sauver l'honneur de son verre de vin ? Aujourd'hui, Rudy Kurniawan est considéré comme le plus grand faussaire de vin de tous les temps. Plusieurs producteurs hollywoodiens se sont d'ailleurs battus pour obtenir les droits de l'histoire de ce fameux Dr Conti. Depuis 2016, tu peux d'ailleurs regarder le documentaire Sour Grapes sur Netflix qui revient sur cette fraude légendaire. Au moment où on parle, Rudy est libre et vit en Asie. Sans doute à Singapour selon certaines rumeurs. Fidèle à lui-même, il passerait son temps à flamber son argent et à mener un train de vie entre luxe et bouteilles de vin millésimées. Si cette histoire fascine autant, c'est parce que Rudy Kurniawan est parti de nulle part et s'est tissé jusqu'aux plus hautes sphères de la société américaine. Il inspire le dégoût chez certaines personnes et l'admiration chez d'autres. On est à mi-chemin entre le charlatan et le génie. Entre l'oncle bourré des repas de famille et le sommelier d'un grand restaurant étoilé. Voler des millions à des riches fortunés, parmi lesquels se trouvaient les plus grands experts en vin des États-Unis, c'est pas banal quand on y pense. Depuis peu, les contrefaçons refont d'ailleurs surface en Suisse, en Italie et aussi sur Internet. Audacieux et assoiffés d'argent, certains arnaqueurs modernes tentent de reprendre dignement le flambeau allumé par Rudy. Mais si Rudy s'est attaqué aux vins millésimés avant lui, il y en a un qui a été plus bourrin et qui a décidé de dépouiller un fast-food. Et McDonald's s'en souvient encore. Et ça tombe bien, je t'ai raconté l'histoire, je te mets le lien à la fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment énormément. Je te dis à très vite. Bye.